bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Frédéric Sagnier, donc j'ai été en charge donc technologie nouvelle puis Colas. J'étais en charge donc de copiloter le thème 2 et surtout la partie mesure in situ avec Sébastien Wastner qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc cette figure simplement pour expliquer que les mesures in situ et donc l'auscultation des surfaces de chaussée reposées sur des méthodes qui ont été bâties dans les années 90. Et donc qui s'appuie essentiellement sur les méthodes qu'on appelle 38.2 et méthode 52, donc ont cadré, je dirais, tout ce qui est auscultation de surface. Et là où ont émergé, dans toutes ces dernières années, les relevés, les possibilités des systèmes de relevé automatique. Donc voilà, c'est un petit peu cette histoire-là que je vais vous raconter. Donc on a les 4 points que je vais développer aujourd'hui, c'est donc comment on a regardé, on a tiré l'expérience de la méthode 38.2, regarder comment on pouvait l'améliorer. Ensuite, essayer de produire une méthode d'essai qui prenne en compte les possibilités des systèmes de relevé automatique. Le troisième point, c'est de mesurer leur performance au travers d'essais croisés, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et le quatrième point, c'est le projet Miranda, qui à mon avis, appellera d'autres projets sur la capacité de récupérer des informations sur des véhicules de patrouille ou des flottes de véhicules. Donc sur la méthode 38.2, voilà, on a dans les tranches 1 et 2 du projet DVDC regardé un petit peu tout ce qui était, toutes les limites qu'on avait pu rencontrer, regarder comment on pouvait améliorer cette méthode. Donc je vais aller très vite, simplement on propose donc une méthode MR38.2, méthode revisitée, donc ce qui n'impacte pas la méthode 52. Et donc vous avez donc 5 méthodes. Donc je crois qu'on a essayé de simplifier, et on est passé de 6 méthodes à 5 méthodes. Donc vous avez le tableau là qui représente justement la répartition des méthodes en fonction donc les niveaux de relevé en fonction des niveaux de réseau, avec toujours la spécificité du béton. Alors, ce qu'on a vu forcément quand on a fait ce travail-là, c'est toutes les limites qu'on rencontre quand on met en application la méthode 38.2, donc qui est une méthode visuelle avec forcément un facteur humain non négligeable. Et qui apporte forcément des problématiques en termes de formation, en termes d'homogénéité de relevé. Voilà, c'est des choses qu'on a forcément expérimentées tout le long. On a formé de nombreux opérateurs et on voyait que voilà, on avait forcément des écarts interopérateurs et une difficulté à homogénéiser le relevé. Et puis surtout, on avait une lecture aussi, alors qui était voilà, les lectures de l'époque, pardon. On avait surtout une lecture de l'état de chaussée de façon linéaire. Et forcément, depuis les années 90, on a vu émerger toutes les technologies de relevé automatique, alors essentiellement au début sur des mesures de déformation, mais de plus en plus avec... je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, voilà. De plus en plus, avec l'apport des technologies laser dans le début des années 2000, la possibilité désormais de pouvoir numériser l'état, la surface de la chaussée avec des résolutions proches du millimètre. Donc, pour représenter ça, vous avez ici une représentation en niveau de gris. Donc là, c'est des technologies qui existaient des milieux des années 2000. Et les technologies désormais permettent d'avoir une approche en 3D et de faciliter la détection automatique des dégradations. Donc c'est forcément une révolution dans notre domaine, puisqu'on peut avoir maintenant une lecture surfacique des informations. Par contre, on le voit sur la figure de droite que c'est énormément de données, et donc forcément l'idée de ce projet, c'est de pouvoir travailler, c'était de travailler sur une proposition de méthode d'essai. Alors, l'idée, c'est donc d'avoir une approche surfacique dans la lecture des dégradations, donc de pouvoir quantifier les dégradations. Alors on a proposé un système de grilles qui permettent justement de quantifier les dégradations sur des mailles élémentaires de 25 cm de côté, ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire des calculs de gravité en fonction des informations qui sont contenues dans les mailles, et de regrouper ces mailles élémentaires pour pouvoir produire des données agrégées. Donc ça, je dirais que l'ensemble de ces principes permet de pouvoir produire une synthèse par image, par pas de 10 mètres, mais maintenant avec une approche en mètres carrés et non plus en mètres linéaires. Alors là, j'ai la représentation. Alors donc ça, c'est l'image qui est fournie par le LCMS, qui est une image 3D.
Dessus, il y a une détection automatique des dégradations qui sont fournies par les librairies. Donc ça, c'est fourni par le système. L'application de la grille et ensuite le fait de pouvoir positionner chaque dégradation sur la grille et de pouvoir ensuite calculer des gravités. Donc très clairement, j'ai la diapositive d'après qui permet de regarder, parce que le but était aussi de travailler avec notamment le département de l'Eure, qui est un des partenaires du projet, pour regarder justement la réalité sur le terrain. Et donc on voit ici la représentation donc, de la bande de roulement pour le coup, sur laquelle on voit justement la répartition de la fissuration par niveau de gravité, avec la bande de roulement droite, vous voyez, un peu plus impactée que la bande de roulement de gauche. Voilà. À l'issue du projet, on a pu proposer une méthode d'essai qui prend en compte tout l'aspect fissuration, départ de matériaux, glaçage, reçuage et cavité. Alors on entend par cavité nid de poule et pelade. Et on propose, je dirais ça pourrait être la suite du projet, de revenir à des notions de faïençage qui sont, je dirais, chères un peu aux usages classiques, et aussi à la mise en évidence plutôt de la fissuration longitudinale ou transversale. Donc ce sont les suites possibles, les algorithmes pourraient le permettre. Cette approche surfacique, on l'a également regardée sur le volet déformation. Alors suivant deux principes ou deux méthodes, donc, on a étudié et regardé la méthode qui est expérimentée par le CEREMA, et on a proposé également une méthode dans le cadre du projet des VDC. Donc la méthode qui est proposée par le CEREMA, en fait, la possibilité d'avoir cette numérisation de la chaussée permet en fait d'avoir 40 profils en long, simultanés et parallèles, et qui permettent d'étudier les déformations de chaussée selon le process classique des notations en bande d'onde. Et donc on a comme si l'équivalent de 40 analyseurs de profils en long, simultanés, et qui permettent de représenter, on voit là en rouge sur la figure, sur le graphe, on voit en rouge les zones qui sont un peu plus impactées par les niveaux de déformation. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche qui a été développée dans le cadre du projet des VDC, c'est une approche par méthode de règles glissantes. Donc ça, c'était des méthodes classiques, mais là qu'on peut expérimenter sur l'ensemble de la surface de la chaussée, à la fois en travers et en long. Donc ça, ce principe nous permet de reproduire et de retrouver tout type de déformation, de type flash, gonfle, ornière, enfin voilà, et de les localiser parfaitement positionnés sur la chaussée. L'intérêt de ces deux méthodes, c'est qu'en fait on peut croiser les dégradations et les déformations puisqu'on a leur positionnement spatial précise. Ça permet donc de pouvoir produire de nouveaux indicateurs de déformation et de pouvoir les agréger par exemple au pas de 10 mètres. Ça aborde, je dirais, de façon concrète la notion de bande de roulement, puisque la notion de bande de roulement n'est pas une notion théorique, elle est pratique, c'est là où passent pour le coup les essieux des véhicules, mais elle est souvent modélisée de façon théorique, et là on a la possibilité de la retrouver de façon réelle. J'ai parlé donc du couplage dégradation-déformation, et puis forcément toutes ces informations aide potentiellement le maître d'ouvrage à trouver la bonne technique. J'ai un problème de son. Ah, pardon. Ah, je pensais que j'étais prêt, c'est mieux. Ok, c'est bon, ça va aller mieux. Désolé. Oui, donc le fait d'avoir ces niveaux de détail permet justement de proposer des solutions d'entretien les plus adaptées. Là où sur des approches très agrégées et linéaires, on n'avait pas forcément la possibilité d'en déduire tout de suite ou aussitôt le type d'entretien à réaliser. Alors les conclusions sur cette approche surfacique, c'est qu'on a une évaluation qui est plus précise, on a une meilleure compréhension des phénomènes, et pour le coup c'est très important pour favoriser une approche préventive puisqu'on peut anticiper finalement l'évolution des phénomènes.
Maintenant, on n'est pas arrivé au bout de la méthode d'essai, puisque vous avez vu par exemple que sur l'aspect déformation, on a 2 approches, celle du CEREMA, celle développée dans DVDC. Donc il nous reste un peu de travail pour harmoniser nos approches et aboutir à cette méthode d'essai relevé automatique. C'est-à-dire qu'on voit l'intérêt des relevés automatiques, mais il faut qu'on aboutisse à la méthode d'essai de façon à ce que les maîtres d'ouvrage puissent l'intégrer dans leur cahier des charges. Autre gros point du projet, ça a été justement donc à l'initiative de l'ASFA, c'est de travailler sur la précision de ces appareils. Donc on voit la foultitude d'informations qu'ils peuvent délivrer, mais il est important qu'on puisse en connaître le niveau de précision. Le LCMS est l'appareil qui est utilisé pour ausculter les autoroutes en France. Et donc en fait on a organisé une première en Europe, qui est la possibilité, donc pilotée par AP2R et Absamat qui est dans la salle là, que je croisais tout à l'heure. Donc de pouvoir justement organiser un relevé le même jour en convoi sur le réseau AP2R, donc selon 7 sections de 10 km, avec une section, la section 4, qu'on n'a pas couru 3 fois pour avoir des notions de répétabilité et de reproductibilité. Et avec 3 niveaux de livrables. Donc il faut savoir que ces systèmes fournissent des indicateurs par défaut qui sont le résultat des librairies qui sont fournies qui sont transmises par le fournisseur. On voulait aussi regarder les résultats au travers de la méthodologie DVDC que je vous ai présenté juste auparavant, et puis aussi regarder la précision sur les indicateurs ASFA que doivent délivrer l'ensemble des opérateurs. L'intérêt de cette démarche, ça a été aussi de pouvoir créer une plateforme d'analyse de données, puisque on espère que dans l'avenir, ces essais-là, on pourra les reproduire. Ils ont un intérêt manifeste. Et donc, mais par contre, c'est beaucoup de données à traiter, donc avoir une plateforme uniforme qui permette d'obtenir rapidement les résultats. Donc c'est ce qui a été développé par le CEREMA dans le cadre du projet. Alors, je vous demande de vous focaliser surtout sur les graphes de droite. Sur les graphes, pour le coup, où en fait, vous aurez les conclusions juste après. Il nous reste un peu de travail pour aboutir aux précisions réelles de ces appareils. On a des tendances qui sont plutôt optimistes, mais voilà, il nous reste un petit peu de travail. Là, je vous ai montré les tendances sur la fissuration. Là, vous avez les tendances sur les départs de matériaux. Ça, c'est uniquement au travers du calcul sur les données brutes qui sont fournies par le fournisseur, par les librairies transmises par le fournisseur. Donc il reste un petit peu de travail. Les conclusions principales de ces essais croisés, c'est que c'est une première, donc une première démarche novatrice et collaborative, et c'est une première évaluation de la dispersion des indicateurs fournis par ces appareils. Donc il nous reste encore 2 mois là pour y finaliser et pouvoir produire les résultats et délivrer les niveaux de dispersion et de précision attendus. L'autre conclusion, c'est, pour l'instant en tout cas au travers des premiers résultats qui ont été analysés, c'est qu'on a plutôt des résultats de bonne qualité. On a des courbes qui sont relativement proches. Parfois, il arrive en fonction des indicateurs qu'il y a un appareil qui soit un petit peu plus fort que l'autre. Donc, c'est ce qu'il faut regarder encore davantage. Et puis, on a aussi donc certains descripteurs agrégés qui sont sûrement pertinents, mais qui mettent en évidence une fiabilité moindre. Donc, il y a encore un petit peu de travail aussi autour de ça. Et aussi, ce qui ne jouait pas forcément pour les essais, et pour le coup, ça joue pour AP2R, c'est que le réseau était plutôt en bon état. Et donc, si on cherche des niveaux de précision sur des niveaux de fissuration qui sont très faibles, par exemple, forcément, ça induit aussi un... c'est pas forcément toujours idéal pour bien connaître les niveaux de précision. Donc, le dernier point, donc le projet Miranda, donc il est clair, et ça c'est une tendance que à l'avenir et déjà maintenant on peut résulter énormément d'informations qui proviennent de véhicules. C'est-à-dire que Miranda, c'est un des premiers projets sur le sujet. L'idée, c'était d'équiper une flotte de véhicules du département de l'Eure pour justement relever de la donnée et regarder si on pouvait apprécier les niveaux d'UNI sur le réseau du département de l'Eure. Donc ça s'est fait en 2 temps. La première tranche à partir de données qui proviennent d'un smartphone. Et dans la tranche 2, un capteur un peu plus spécifique, muni d'accéléromètre et de laser,
qui permet d'apprécier forcément un peu plus précisément ce qu'on recherche en termes d'UNI. Alors, donc ça a donné lieu au développement d'un démonstrateur donc qui permet de récupérer les informations, notamment du smartphone, de géoréférencer toutes les informations qui remontent, de les positionner ensuite sur la carte de façon à pouvoir suivre en temps réel l'état du réseau. Donc les conclusions sur la tranche 1, c'est que bon, pour le coup, les outils d'exploitation qui ont été développés étaient plutôt fiables. Ça permet de traduire, alors dans le cas du smartphone, ça permet de traduire un niveau de déformabilité du réseau, mais pas suffisamment pour approcher les données qu'on a l'habitude de qualifier en matière d'UNI longitudinale. Dans la tranche 2, avec un capteur donc UniWheel, là on arrive à approcher les indicateurs qu'on recherche, et notamment les indicateurs usuels de type notation en bande d'onde et IRI, avec des niveaux de précision relativement proches. Il y a une limite qui a été trouvée sur les petites ondes, mais bon, c'est quelque chose qui était relativement prometteur, et comme je l'ai dit juste avant, quelque chose qui se développe, puisque des applications existent déjà et qui permettent d'exploiter les données qui proviennent de véhicules selon un peu les mêmes principes. C'est-à-dire que Miranda est un projet avant-gardiste. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis bonne journée.